Bonsoir à toutes et tous. Merci d'être encore aussi nombreux à ce 4e webinaire organisé par Schneider Electric, pendant lequel je vais vous parler du tableau électrique tertiaire intelligent. On m'a demandé en tout premier lieu de me présenter, donc ceux qui ont déjà suivi les 3 premiers webinaires, ils vont commencer à se lasser un peu de ma présentation, mais pour les autres, voilà qui je suis. Donc je suis un électricien, un installateur comme vous tous et comme vous toutes. J'ai créé ma société en 2005 et dans cette société, j'ai 4 activités principales. La domotique, la recharge des véhicules électriques, le tableau communicant, donc voilà la raison pour laquelle je suis avec vous ce soir, et le bâtiment connecté. Qu'est-ce qui va me motiver dans ces activités-là? C'est tous les produits nouveaux, tout ce qui est communicant, et puis également, forcément, puisque je suis là, la transmission des connaissances me passionne également. D'où le petit smiley que vous voyez en bas de ce premier écran. La photo qui est à côté, c'est pour vous expliquer que plus le temps avance depuis 2005 et plus ma caisse à outils baisse en termes d'importance et plus mes outils sont des outils informatiques et communicants, avec une image sur la droite qui n'est pas une de mes réalisations, qui est une image du catalogue Schneider, mais que je trouvais bien plus intéressante à vous montrer pour commencer déjà à voir qu'à l'intérieur de ce tableau, il y a déjà des organes qui vont permettre de le faire communiquer. Nous allons en parler, bien évidemment. Nous allons passer ensemble 45 minutes environ. Je vais prendre 20 minutes pour vous présenter le tableau intelligent tertiaire et ensuite on aura un temps de questions-réponses d'environ 25 minutes. Pour poser vos questions, vous avez accès à un chat sur lequel je vous demande de bien préciser au niveau des destinataires all panélistes, de manière à ce que tout le monde ait bien vos questions et les réponses. Bien évidemment, en 25 minutes, on n'aura sans doute pas le temps de répondre à toutes vos questions. Par contre, elles seront toutes notées et je répondrai à toutes ces questions par écrit qui seront ensuite posées sur un document que vous pourrez télécharger. Je pense que pendant ce temps-là, on va vous envoyer un lien via le chat qui vous permettra de savoir comment récupérer les réponses à ces questions. Ce webinaire est filmé, donc vous pourrez l'avoir en replay, toujours par le même moyen. Je pense que vous allez recevoir également un lien pour voir ce replay. Et puis, si jamais certains n'entendent rien et me voient juste mes lèvres bouger, c'est qu'ils n'ont pas composé le numéro de téléphone qui est affiché en bas et qu'ils ont oublié d'indiquer le mot de passe, qui est le chiffre 880 56 02 suivi d'un dièse. Alors, pour commencer, qu'est-ce qu'un tableau intelligent tertiaire? Eh bien, en termes de définition, voilà ce que je vous propose. Un tableau électrique intelligent, on attend de lui d'une part des services et d'autre part des performances. J'ai résumé ça en 4 grands chapitres. Dans les services, il y a le chapitre confort et le chapitre sécurité. Vous savez qu'en électricité, ce sont les 2 grands leitmotifs d'un tableau électrique. Et en termes de performance, on va lui demander des performances opérationnelles très pointues et des performances énergétiques. Pour pouvoir obtenir un tableau électrique intelligent qui vise ces 4 domaines, il va vraiment être efficient s'il est capable de communiquer avec l'extérieur et notamment via le réseau Internet mondial pour pouvoir avoir une interaction avec soit des smartphones, des tablettes ou un PC. C'est ça qui va en faire un tableau intelligent en particulier. Donc, dans ce tableau tertiaire, on va utiliser 3 domaines principaux. Le premier, c'est la supervision. Donc, le tableau intelligent va avoir la capacité de superviser le fonctionnement, les différents organes qui sont à l'intérieur du tableau et de remonter pour chacun d'eux les informations primordiales pour justement accéder à un bon service et une bonne qualité d'exploitation. Donc pour cela, on peut superviser du comptage. Ça, tout le monde a l'habitude de le faire. Quand on fait un tableau tertiaire, on va très rapidement y trouver des compteurs. Pour l'instant, si le tableau n'est pas dit intelligent, on va surtout avoir des compteurs qui reportent une information filaire sur un bornier qui se trouve en bas, et puis on va s'arrêter là. Pas du tout l'objectif du tableau intelligent, c'est d'aller bien plus loin que ce bornier. On va pouvoir également faire de la mesure, donc on verra ensuite la différence entre le comptage et la mesure. Très important aussi dans ce tableau en termes d'efficacité, est-ce que l'énergie est bien disponible, c'est-à-dire H24 et tous les jours de l'année? Ça, c'est très important.
Est-ce que cette énergie est de qualité? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a une dérive, par exemple, en cosinus phi? Ça peut être une dérive. Est-ce qu'on a des variations de tension sur le réseau? C'est aussi un problème de qualité. Très important aussi, dans la supervision, être capable de compter le nombre de défauts. Parce qu'un disjoncteur qui déclenche de manière répétée, ça devient une alarme et puis ça va devenir une alerte. Ensuite, le nombre de fois qu'un appareil a pu commuter. Par exemple, sur un contacteur qui, lui, opère sur un récepteur qui est assez important dans l'exploitation du site, eh bien, savoir combien de fois ce contacteur a commuté peut être intéressant pour la maintenance préventive. On en parlera plus tard. Et puis l'état des appareils, est-ce qu'un disjoncteur, par exemple, ou un interdiff, est-ce qu'ils sont on ou est-ce qu'ils sont off? Et surtout, et ça c'est la grande spécificité du tableau intelligent chez Schneider Electric, entre autres, c'est pourquoi il est dans cet état. Vous verrez après comment cela est possible. Ensuite, il faut être capable d'envoyer des alarmes et des alertes, aussi bien pour une exploitation dynamique de l'installation que pour la maintenance. Puisque pour la maintenance, on va plutôt envoyer des alarmes, c'est-à-dire qu'on va prévenir d'une situation. Dans l'exploitation, on va se servir des alarmes et des alertes. Puisque, en théorie, si on fait une maintenance efficace, on ne doit pas arriver aux alertes, qui sont les ruptures. Et puis le troisième domaine, c'est la capacité du tableau intelligent à piloter les équipements. Alors, bien évidemment, tout le monde sait piloter un contacteur ou un télérupteur avec un bouton poussoir ou un interrupteur. Mais là, le tableau intelligent propose de le faire à distance, c'est-à-dire prendre la main sur des organes de pilotage de son installation à distance. Alors, qu'est-ce que nous avons comme moyen à notre disposition pour réaliser toutes ces fonctionnalités? Eh bien, moi, je vous propose de définir qu'un tableau intelligent doit pouvoir utiliser les 5 moyens que j'ai listés ici, c'est-à-dire avoir des indicateurs d'état, la position des appareils, le nombre d'heures de fonctionnement, le nombre d'heures de charge, par exemple, d'un contacteur, le nombre de on-off sur un disjoncteur, par exemple, ou un interdiff. Ensuite, être capable de faire du comptage. Troisièmement, être capable de faire de la mesure, envoyer des alertes et des alarmes et piloter. Donc, vous voyez, ça regroupe les 3 grands domaines qu'on avait avant. Donc là, je vous propose un exemple d'un tableau, un TGBT relativement simple, dans lequel on voit qu'à chaque niveau de fonctionnalité du tableau, donc si on part de la tête de tableau et qu'on descend jusqu'au disjoncteur qui va protéger une charge, par exemple, on voit que les niveaux de moyens ne sont pas utilisés de partout, ils ne sont pas les mêmes de partout. On va chercher, bien évidemment, si on fait de la protection générale, on va y mettre un maximum de moyens. On ne va peut-être pas mettre tous les moyens pour aller surveiller un éclairage. Vous voyez la différence entre les deux. Ensuite, une fois qu'on a vu les moyens, il faut qu'on aille chercher le niveau de criticité des différents départs, puisque tous les départs ne sont pas critiques dans un tableau électrique intelligent. Donc, on ne va pas chercher à monitorer la totalité des organes du tableau. Bien évidemment, ça n'a aucun sens. Par contre, il faut faire l'analyse des moyens à notre disposition et l'analyse des points critiques. Quand on a fait cette analyse des points critiques, ça permet de définir les appareils que l'on va pouvoir installer pour le rendre intelligent. Donc là encore, on se retrouve un petit peu avec la même idée que les niveaux de moyens. Dans les niveaux critiques, on voit que la protection générale, elle est ultra critique forcément, puisqu'elle va jouer sur la totalité des domaines du tableau. Par contre, après, sur les prises de service, par exemple, que je vous ai repéré ici, les prises de service, le niveau de criticité il est nul. On ne va pas chercher à surveiller le disjoncteur qui pilote les prises de service de couloir, par exemple. Les têtes de groupe sont beaucoup plus fondamentales que les disjoncteurs départ. Une pompe, par exemple, peut être importante. Si c'est une pompe de relevage ou si c'est une pompe industrielle, il faut impérativement la surveiller parce qu'elle est importante pour l'exploitation du site. Vous voyez, par exemple, on va aussi pouvoir surveiller aussi les départs qui s'occupent des organes de mesure de la qualité environnementale. Ça peut être aussi très important. Je vous donne tout de suite un exemple d'une de mes réalisations. Donc, il s'agissait pour moi non pas de construire le TGBT, puisque ce n'est pas moi qui l'ai réalisé, mais par contre d'aller installer dans ce TGBT tous les appareils et les applicatifs qui vont permettre, oui, je ne voulais pas préciser, il s'agit d'un tableau, d'un TGBT, d'un plateau de coworking, donc il était important pour l'exploitant que l'énergie soit bien disponible en temps, en heure, puisque le plateau de coworking est loué avec des moyens techniques, il faut s'assurer que ces moyens techniques sont disponibles. Donc là, au niveau de l'interface de pilotage,
que j'ai installé, on a une vue graphique de la face avant du tableau électrique et on peut, suivant certains départs ou certains organes, savoir si le disjoncteur est on, off, pourquoi il l'est, est-ce que c'est sur défaut par exemple, court-circuit ou surcharge, ou est-ce que tout simplement quelqu'un a basculé le disjoncteur à off. C'est le cas, ce n'est pas un défaut, c'est une action volontaire. On peut mesurer également des puissances, retrouver des énergies, retrouver des puissances, comme je vous l'ai dit, et puis comme j'utilise un contrôleur multiprotocole, je peux aussi proposer à mon client de tracer des courbes énergétiques. Donc là, l'intérêt pour mon client, c'est que si jamais un disjoncteur surveillé par l'applicatif déclenche, il reçoit instantanément un mail sur son smartphone ou son PC. Je souhaitais vous parler aussi de la différence entre le comptage et la mesure, parce que je pense qu'on fait souvent cette confusion. Donc je prends une métaphore avec le robinet et la cuve translucide dans laquelle on met de l'eau. Donc quand on parle de comptage, on ne parle que d'un certain volume qui ne permet pas d'avoir des historiques. Si je prends cette cuve d'eau, si je veux savoir quel est le niveau d'eau, il faut que je vienne régulièrement devant cette cuve pour savoir quel est le niveau. C'est l'équivalent du compteur Enedis que nous avons chez nous, c'est l'équivalent du compteur kilométrique de votre voiture, par exemple. Et vous n'avez pas l'historisation des kilomètres que vous avez fait en passant par Lyon, par Saint-Étienne, par Clermont, etc. Vous ne le savez que quand vous le regardez. Donc ça, c'est très utilisé dans le tableau intelligent tertiaire pour la totalité des énergies, puisque je vous rappelle que le tableau intelligent n'est pas forcément capable de ne s'occuper que d'électricité. Donc là, on peut compter des mètres cubes de gaz, on peut aller compter des mètres cubes de liquide frigorifique, on peut également compter des mètres cubes d'eau chaude dans un circuit d'eau chaude, de l'eau et bien évidemment de l'électricité. Si on parle de mesure, là, on va toujours s'intéresser au même robinet et à la même cuve, mais par contre, on va faire du comptage, bien évidemment, mais aussi on va aller mesurer des grandeurs physiques importantes. Donc, en électricité, les grandeurs physiques, c'est la tension et l'intensité, par exemple, qu'on ne peut pas mesurer qu'un compteur. Un compteur ne fait que du volume. Donc, je vais par exemple mesurer une intensité et une tension. Donc, j'ai mis ça en phase de débit et pression, ici. J'espère que vous voyez bien ma souris. Qu'est-ce qu'on va pouvoir obtenir comme information? On va pouvoir aller surveiller le cosinus phi d'une installation. J'ai mis ça par rapport aux pertes, à toutes les éclaboussures qu'il peut y avoir. Je vous rappelle que c'est une métaphore. On va pouvoir mesurer aussi, par exemple, le taux de distorsion harmonique de certains départs. Et ça, c'est important de le savoir dans certains cas. Et puis, on va surtout, et c'est là que c'est intéressant, avoir des seuils d'alarme et des seuils d'alerte. Donc, je pense qu'il est fondamental de bien comprendre la différence entre compter de l'énergie et mesurer de l'énergie, par rapport à la criticité ou par rapport ne serait-ce qu'aux besoins du client. Alors pour ce faire, oui, parce que je ne vous en ai pas parlé, quand on fait du comptage, on a très souvent un protocole difilaire, c'est-à-dire qu'on utilise des compteurs impulsionnels qui renvoient un certain nombre d'impulsions vis-à-vis d'un certain nombre de kilowattheures, par exemple. Ou alors on peut avoir un protocole Modbus, on en parlera un tout petit peu après, des protocoles. Et quand on est en appareil de mesure, là, on a besoin d'un protocole informatique plus complexe, capable d'envoyer des valeurs numériques. Donc là, on part avec un protocole Modbus. Important aussi, je pense, de discerner la différence entre une alerte et une alarme. Donc encore une fois, je vous ai fait une métaphore entre le tableau électrique et la voiture. Donc ce qu'on appelle une alarme, c'est une information qui nous arrive parce que le tableau électrique est prévu pour nous envoyer cette information. Il nous envoie une information d'alarme pour nous dire nous sommes rentrés dans un cycle d'alarme, donc il faut réagir avant d'arriver à une alerte. Parce qu'une alerte, dans un tableau électrique, c'est un disjoncteur qui saute, par exemple, ou un contacteur dont la bobine va lâcher. Donc là, évidemment, si on a une alerte, forcément, on ne compte plus rien, on tombe à 0 kW, c'est instantané comme alarme. La même chose pour la voiture, quand vous avez votre voiture qui vous envoie des informations de maintenance à faire dans certains kilomètres, on appelle ça des alarmes. Par contre, si vous n'avez pas fait la maintenance, à un moment donné, là, vous serrez le moteur, comme on dit. Donc il est important de connaître ces niveaux-là parce que sur un départ très critique qui joue sur des récepteurs qui sont eux-mêmes fondamentaux pour l'exploitation, il est souvent important de surveiller par exemple les kilowatts qui sont consommés par ces récepteurs
Je peux vous donner un exemple auquel on pense assez rarement. Un ventilateur, une CTA qui est posée sur le toit d'une usine, cette CTA elle est censée avoir un seuil d'énergie assez classique. Surveiller que la puissance ne dépasse pas un certain seuil permet de savoir si par exemple les filtres sont encrassés, puisque une CTA qui a ses filtres complètement encrassés, elle va se mettre à surconsommer pour pouvoir tirer de l'air. Donc voilà le type d'alarme qu'on peut obtenir avec un tableau intelligent. On peut l'avoir dans l'autre sens aussi, on peut aller chercher aussi des seuils inférieurs, c'est-à-dire si on a un énorme chauffe-eau électrique triphasé et que d'un seul coup il consomme un tiers de sa puissance habituelle, s'il est triphasé, c'est que sans doute qu'il y a une des trois résistances qui a lâché à l'intérieur du chauffe-eau. Vous voyez jusqu'où on peut aller dans l'analyse de ces informations. Alors toutes ces informations, je vous ai dit qu'elles étaient nécessaires à l'exploitation du site, mais elles sont surtout et aussi essentielles à la maintenance. Donc aujourd'hui, ce que l'on pratique tous, parce que on l'a subi, c'est ce qu'on appelle la maintenance curative. Donc une maintenance curative, en fait, c'est celle qui va être obligatoire parce qu'un défaut s'est déclaré et qu'on n'a plus d'autre choix que d'intervenir et changer d'appareil. Donc ça, c'est pas très bon, bien évidemment, pour l'exploitation du site, puisque ça va être un arrêt brutal, forcément. Vont forcément, dans l'industrie, par exemple, sont arriver des pertes d'exploitation. Ça peut être des pertes de stock, si c'est par exemple le disjoncteur qui surveille une énorme chambre froide dans un restaurant. L'arrêt de cette chambre froide, c'est une perte de stock, et surtout, on a une durée d'intervention pour réparation qui est aléatoire, puisqu'on ne sait pas si les pièces sont disponibles, donc il faudra peut-être attendre que le fournisseur puisse nous livrer. Donc ça a beaucoup d'inconvénients, et forcément, je vous l'ai mis ici, le coût de la maintenance curative est relativement important pour toutes ces raisons. Maintenant, grâce au tableau intelligent tertiaire, on peut faire de la maintenance préventive et également prédictive. Alors, différence entre les deux, la maintenance préventive est basée sur le fait que les appareils qui communiquent dans le tableau intelligent vont être capables de, par exemple, compter le nombre de fois qu'ils ont été actionnés. Donc, si vous regardez bien, et vous le savez, dans un catalogue, un contacteur, par exemple, a un nombre de cycles maximum de fonctionnement au-delà duquel le constructeur ne garantit plus son fonctionnement. Donc, mettre ce chiffre, moins 20 ou 30% à l'intérieur du système pour nous dire, là, avant d'avoir atteint les 50 000 cycles, vers 35 000 cycles, envoie-moi une alarme pour que je pense à approvisionner un contacteur et le changer pendant les heures non travaillées ou pendant les heures où le process n'est pas actif. Là, ça devient de la maintenance préventive. Et là, forcément, si cette maintenance est faite avant que le problème arrive, le problème n'arrivera plus. Ensuite, pour certains appareils, et là je vais vous parler d'appareils qui sont plus importants dans la gamme, comme chez Schneider par exemple, des appareils comme le Masterpact, qui sont des disjoncteurs de tête d'une installation, la maintenance prédictive consiste à ce que l'appareil lui-même soit capable de nous envoyer des informations. Par exemple, sur le Masterpact, il est capable de nous envoyer le taux d'usure de ses pastilles de contact principales et d'analyser lui-même si ce taux d'usure est normal ou anormal. Et si ce taux d'usure est anormal, le Masterpact a la capacité d'envoyer cette information au tableau intelligent et donc que cette information soit traitée. Donc là encore, faire du prédictif, eh bien c'est comme le préventif, mais du coup c'est l'appareil lui-même qui va nous envoyer l'information. Donc là, forcément, je vous ai mis ici que le coût était vraiment très faible, puisque faire de la maintenance prédictive sur les appareils les plus chers du tableau électrique, on est normalement gagnant des deux côtés. Maintenant, si on parle de tableau intelligent, je vous ai dit que ce tableau, forcément, il fallait qu'il communique de l'information vers l'extérieur. Donc voilà le schéma global qui est vu par Schneider aujourd'hui sur comment fonctionne un tableau intelligent. Donc nous avons dans un premier niveau ici, qui est la partie basse de mon schéma, nous avons les différentes informations, les différents capteurs, les différents appareils qui peuvent envoyer des informations. Aucun de ces appareils ne communique avec l'appareil d'à côté. Tous ces appareils envoient des informations à une couche supérieure, ici, dans laquelle ces informations vont être gérées, stockées, voire même permettre de piloter les appareils qui sont dans le tableau électrique. Donc à partir de ce niveau-là,
puisque ce niveau correspond à la vue totale des appareils qui remontent des informations qui sont juste en dessous, alors à ce niveau-là, tout est stocké dans une mémoire interne du produit, et à partir de là, on peut pousser les informations sur Internet. Ça, c'est le premier niveau. Le troisième niveau consiste à envoyer toutes ces informations sur un serveur informatique, en règle générale sur le cloud, ce serveur ayant pour objet d'analyser les informations qui lui sont remontées, de créer des rapports d'analyse, voire même d'avoir une personne physique qui analyse ces informations et qui peut faire des préconisations sur les tendances du bâtiment, quels seraient les correctifs qu'il faudra apporter, de manière à avoir une vue très globale. Là, on est vraiment dans la gestion du bâtiment complète. Donc les deux premières lignes, c'est-à-dire les appareils et le premier niveau de stockage des informations, en général, ce sont des appareils qui se trouvent dans le tableau électrique. Bien évidemment, à partir du moment où on va parler d'un serveur d'analyse qui est sur le cloud, eh bien ce serveur, lui, est sur Internet. Mais ça fera partie de la deuxième possibilité d'avoir des informations sur son installation. Ce qui est très intéressant, à mon sens, dans les propositions que peut vous faire Schneider, c'est que Schneider ne vous oblige pas à installer cette solution complète dès les premiers instants de votre passage en tableau intelligent. Vous pouvez très bien commencer par le niveau des appareils de capture d'informations, puis rajouter, si besoin, le niveau de gestion et ajouter ensuite le niveau d'analyse. Alors, eh bien la dernière chose dont je voulais vous parler, c'était les protocoles. Et vous expliquer un petit peu que dans la foire aux protocoles, comme on aime à dire, il y a aujourd'hui principalement des protocoles radio et des protocoles filaires pour communiquer. Là, je vais vous parler principalement des protocoles industriels. Je ne vais pas vous parler de protocoles résidentiels, hein, parce que là, ils sont encore plus nombreux, ce n'est pas du tout l'objet de cette présentation. Donc, dans les protocoles radio, on va en retrouver en général 5 qui sont des protocoles principaux. Le Wi-Fi que tout le monde connaît, Zigbee qui est un protocole radio très industriel, le Bluetooth, tout le monde connaît ça, N-Ocean peut-être un petit peu moins. Ce sont des produits qui ont la capacité de communiquer sans source d'énergie. Ils vont puiser leur énergie dans l'environnement global, par exemple avec des cellules photovoltaïques, avec un effet piézoélectrique, etc. Et vous avez le Li-Fi qui est en fait un Wi-Fi, mais dont la première couche de communication est basée sur les photons de lumière plutôt que sur les ondes radio. Et ensuite, vous avez tous les autres, hein, V, W, X, que je ne vous cite pas. Et puis du côté filaire, on les connaît un peu mieux hein, quand on fait du tableau électrique intelligent tertiaire. Donc le protocole Ethernet, du classique, le CPL, que vous devez connaître, vous en avez peut-être chez vous. Du Modbus, qui est un petit peu le pendant de Zigbee, c'est-à-dire c'est un protocole filaire industriel. KNX, qui est un protocole global et mondial. Un petit peu de MBus, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un protocole ça veut dire Meterbus. Alors ça crée beaucoup de confusion avec Modbus, mais ça ne veut pas du tout dire la même chose. Meterbus est un protocole qui est réservé aux appareils de mesure eux-mêmes, et uniquement aux appareils de mesure. Et puis le protocole RS-232 dans certains cas. Ce que je voulais vous montrer dans ce slide, c'est qu'il est très très important, si vous vous lancez dans le tableau intelligent tertiaire, ou si vous continuez dans cette activité, à mon sens, il est important de baser votre système uniquement sur des protocoles publics et pas du tout sur des protocoles privés. L'avantage du protocole public, c'est que forcément, s'il est public, il est mondial. S'il est mondial, il est suivi. Il n'y a aucune raison qu'il s'arrête demain, ce qui n'est pas vrai dans un protocole privé qui est lié à une marque ou à un fabricant. Et puis s'il est public, surtout, ce qu'on peut rajouter, c'est que c'est un protocole ouvert. Ça veut dire que vous allez pouvoir intégrer de nouveaux produits un jour ou de nouveaux systèmes pour dialoguer avec les produits qui sont dans votre tableau électrique, puisque le protocole est public. C'est fondamental à mon sens. Et je vous ai mis ici le choix de Schneider, ici. Voilà, Schneider Electric a fait le choix il y a plusieurs années de n'utiliser plus que des protocoles publics. Donc Schneider ne développe plus de protocoles de communication. Et dans ces protocoles publics, ils n'en ont même, je vous ai fait un petit résumé, mais ils n'en ont gardé que 6 aujourd'hui, 2 en radio et 4 en filaire. Alors voilà, j'espère avoir tenu le temps à peu près, je pense. Donc
J'ai à peu près passé 25 minutes, j'ai un petit peu dépassé quand même. Nous allons consacrer à peu près autant de temps à vos différentes questions-réponses. Donc, je vous propose, comme je vous le disais tout à l'heure, de poser vos questions via le chat, en précisant bien all panélistes pour les destinataires. Gilles va prendre la main parce que c'est lui qui a dû collecter toutes vos questions sur le chat et je vais tenter de vous donner des réponses. Gilles, je te passe le micro virtuel. Dominique, Oui. c'est Catherine, tu m'entends? Oui, oui, Catherine. Donc, malheureusement, Gilles a un souci de réseau, donc je vais prendre le relais. Donc, bonsoir à tous. Donc, j'ai également collecté l'ensemble des questions. Excuse-moi, est-ce que tu peux t'approcher un peu de ton micro, s'il te plaît, pour qu'on t'entende un peu mieux? Est-ce que ça va mieux? Oh là oui, ça va très très bien, merci. C'est bien, bon. C'est parfait, je te remercie. Écoute, merci, ta présentation était très très claire. Merci. Et donc, je vais commencer par la première question. Est-ce possible, alors j'ai entendu que tu en as parlé, est-ce que tu pourrais aller un petit peu plus loin quand tu nous expliques la possibilité de rendre un tableau intelligent par étapes successives? Est-ce que tu pourrais préciser? Alors, par étapes successives, c'est un des principes Schneider Electric dans les tableaux intelligents tertiaires et d'ailleurs dans l'ensemble des gammes de produits, c'est qu'on peut toujours commencer avec des produits basiques. Ces produits basiques peuvent toujours ensuite rendre de l'information à une couche supérieure à un produit qui va fédérer ces produits-là. Et on peut toujours par la suite donner cette information au serveur dont je vous ai parlé tout à l'heure. On n'est pas obligé d'avoir la gamme complète de toutes les solutions le premier jour. On peut commencer avec quelques produits qui rendent le tableau intelligent. Et c'est souvent comme ça que la démarche commerciale avance, puisque, à titre d'exemple, quand je fais un TGDT en Paris jaune, je mets systématiquement quelques produits communiquant à l'intérieur. À la limite, même si le client ne le souhaitait pas au départ, je lui en parle, je les installe et on va dire que l'appétit vient en mangeant, comme on dit, et ça va souvent donner des idées parce qu'il est très difficile pour le client final de comprendre l'intérêt du tableau intelligent. Mais on va lui expliquer, bien évidemment, il va nous entendre, mais c'est quand il va avoir le résultat vraiment sur son smartphone qu'il va comprendre l'intérêt. Donc voilà pourquoi on peut commencer avec quelques produits et on peut toujours ajouter après. C'est un système de briques et de poupées gigognes en fait. Très bien, je te remercie beaucoup. Je vais continuer donc avec une question sur la partie réseau. Pourquoi privilégier plutôt un réseau public que privé? Est-ce que tu peux davantage nous expliquer? Alors là, tu me parles de protocole, c'est ça? Oui. Donc, comme je n'ai pas les questions sous les yeux, je suppose que tu me parles de protocole. Eh bien, l'avantage des protocoles publics, c'est que s'il est devenu public, c'est que c'est un protocole qui est solide. Parce que pour qu'un protocole soit devenu public, il faut bien évidemment qu'une entreprise privée, à un moment donné, ait créé ce protocole et qu'ensuite elle le soumette à la communauté. Et quand la communauté décide que ce protocole deviendra public, c'est qu'il est devenu générique. À partir du moment où il est générique, il est très très utilisé, donc il est très bien maintenu, il évolue souvent et surtout il est solide. Je crois que c'est ça qui m'intéresse dans un protocole. C'est qu'il soit solide et que demain il ne disparaisse pas. À partir du moment où il est devenu public, même la société qui l'a créé peut disparaître, le protocole existe, puisque quand on dit qu'il est public, en fait, c'est qu'on peut trouver son concept sur Internet, dans des fichiers de description. Donc, il n'y a aucune raison qu'il s'arrête, ce protocole. Alors que le protocole privé il est lié à une entreprise, à un fabricant. Bien évidemment, si c'est un protocole privé, le fabricant il va s'arranger pour qu'il ne soit pas ouvert à l'extérieur, qu'on ne puisse pas pénétrer dans ce protocole. Donc, ça veut dire qu'on ne peut pas y rajouter un produit, on ne peut pas enlever un produit. On ne peut qu'utiliser les produits de ces fabricants. C'est ce qu'on appelle en fait une captation en fait de clientèle. J'espère être clair là-dessus. Très bien, je te remercie. Une autre question, on a beaucoup de questions. Est-ce que tu pourrais repréciser, j'en ai pas entendu parler, mais je pense que c'est une question qui est importante. Qu'est-ce qu'un compteur MID? Alors, un compteur MID est un compteur ou un appareil de mesure
Alors ça concerne l'ensemble des appareils de mesure, hein, pas forcément l'électricité, ça concerne les mètres cubes, ça concerne à peu près tout. Hein. MID veut dire qu'en fait il est certifié par les poids et mesures. Et les poids et mesures, c'est pas seulement français, hein, ça s'étale à l'Europe et à plus. Donc cela va garantir que ce compteur, quand il affiche par exemple 1250 kW, c'est pas 1251 et c'est pas 1249, c'est 1250. Parce que ces appareils ont une classe de précision qui est normalisée. La classe de précision en électricité n'est pas tout à fait la même que la classe de précision, par exemple, pour l'eau ou pour le gaz, mais le fait qu'il soit MID garantit que la précision de comptage est vraie sur toute l'échelle du compteur. Je vous explique rapidement, que je pense que c'est important de le savoir. Si vous avez un ampèremètre, par exemple, qui est capable de mesurer de 0 à 100 ampères, si on vous dit que sa précision est de plus ou moins 5%, ça sera plus ou moins 5% à 100 ampères, et ça sera aussi plus ou moins 5% à 1 ampère. Donc la précision suit et s'applique à la totalité de l'échelle. Votre compteur qui n'est pas MID, si vous sortez sa notice, vous allez vous rendre compte qu'il a aussi une précision de plus ou moins 5%. Donc on peut se poser la question, pourquoi je prendrais un MID puisqu'ils ont tous les deux ont la même précision. Sauf que celui qui n'est pas MID, la précision qui est annoncée plus ou moins 5% se calcule sur l'échelle maximum, c'est-à-dire 100 ampères. Plus ou moins 5%, ça veut dire qu'il vous affichera soit 95, soit 105, et que cet écart de plus ou moins 5 ampères, on va le retrouver de partout. Donc quand on va se retrouver vers 10 ampères, il vous affichera 5 ou 15. C'est-à-dire que l'écart reste le même à tous les niveaux de l'échelle. Donc, si j'ai été clair, ce que j'espère, choisir un compteur MID vous garantit que vous allez pouvoir faire des mesures précises. Donc là, on est dans un process industriel. Et aussi, on dit qu'il permet de faire de la refacturation, puisque c'est un appareil qui est officiel. Votre compteur EDF chez vous est MID. Votre compteur d'eau est MID, puisque vous avez des organismes qui vous facturent sur ces mesures. Très bien, mais je te remercie, Dominique. C'était encore une fois très clair. J'ai une question. J'espère que je vais continuer. Peut-on, s'il te plaît, contrôler un onduleur photovoltaïque et de ce fait lire la production photovoltaïque? Alors, contrôler et lire, c'est pas tout à fait la même chose. Contrôler, ça serait par exemple le démarrer à distance, ce serait l'arrêter à distance, ce serait le mettre en veille, vérifier sa consommation. Eh bien, à partir du moment où cet onduleur photovoltaïque, soit il a en interne la possibilité de communiquer dans un des protocoles publics dont je vous ai parlé. On va imaginer par exemple qu'il peut communiquer avec le protocole Modbus. S'il a cette capacité-là, eh bien, dans le tableau intelligent, on installe un produit qui est capable de lire l'information Modbus et ensuite de la traiter, de la renvoyer, d'en faire ce qu'on a à en faire. Parce que si on va lire une information, c'est pour la traiter, sinon il ne faut pas la lire. Sinon, après, s'il s'agit simplement de mesurer et non pas de contrôler la production, eh bien, on peut très simplement mettre un compteur sur la partie injection, sur le réseau, ou on peut être en autonome, bien sûr, mais sur la partie injection, côté basse tension, on peut mettre un compteur si on veut savoir ce qu'il produit, ou un appareil de mesure. Très bien, merci beaucoup. J'ai quelques questions un peu plus précises sur les produits. Est-ce que tu pourrais me donner les avantages des compteurs PowerTag, s'il te plaît? Alors, les compteurs PowerTag. Alors ça, quand on a goûté à ça, je pense qu'on peut plus s'en passer. Je vais vous expliquer pourquoi. Ce qu'on appelle un compteur PowerTag est un petit peu plus qu'un compteur, parce qu'il ne fait pas que compter des kilowatts ou des kilowattheures, il va un petit peu plus loin. C'est un appareil qui permet donc de faire de la mesure électrique et surtout qui dialogue et qui envoie ces informations en radio. Le protocole est Zigbee pour les connaisseurs. Donc l'avantage de cet appareil de mesure, c'est qu'il ne nécessite aucun câblage, pour la simple et bonne raison, c'est qu'il ne se pose pas à côté du départ que l'on veut mesurer, sur un ride-in, comme on peut le faire avec des appareils de comptage ou de mesure classiques modulaires, mais il se place en amont ou en aval de cet appareil, et surtout quand il est placé sur ou sous un disjoncteur ou un interdif,
Dès l'avantage, c'est qu'il est auto-alimenté quand on le fixe sous le disjoncteur. Donc malheureusement, je n'ai pas de slide pour vous montrer ça, mais le gros avantage, c'est que zéro câblage. En termes de prix, normalement, je ne parle pas de prix, mais je vais en parler quand même, parce que j'ai des collègues que ça intéresse, je suis sûr. C'est 2 fois moins cher à peu près qu'un compteur classique. Et surtout, ça ne prend pas de place sur le rail modulaire, puisqu'on le place au-dessus ou en dessous d'un appareil. Donc, on ne perd pas les 8 ou les 12 modules qu'on a l'habitude de perdre avec des compteurs classiques. Son épaisseur est à peu près, je crois, de 18 mm, donc c'est-à-dire qu'il ne prend aucune place dans le tableau. Très bien. J'ai une question complémentaire concernant le PowerTag qui communique en Zigbee. Est-il fiable dans l'environnement TGBT, entre parenthèses en métal? Apparemment, c'est des questions qui reviennent assez régulièrement. Excuse-moi, je n'ai pas compris la fin de ta phrase. Donc, est-ce que le PowerTag qui communique en Zigbee est fiable dans un environnement TGBT métallique? C'est une question qui revient vraiment assez fréquemment. Oui, oui, tout à fait, mais c'est une question qu'il faut se poser, elle est tout à fait réaliste. Beaucoup de tests ont été faits, mais on peut dire quand même qu'à partir du moment où on communique avec de la radio, il est quand même assez évident que quand on est dans un TGBT métallique, donc quand on est sur des gammes comme du Prisma par exemple chez Schneider, forcément un tableau électrique, qu'est-ce que c'est? C'est une cage de Faraday. Donc dans une cage de Faraday, rien n'entre et rien ne sort. Donc en règle générale, on dit qu'un PowerTag, il doit être à l'intérieur de l'enveloppe dans laquelle se trouve le récepteur du PowerTag au niveau Zigbee. Par contre, de nombreux essais ont été faits et dans le même local technique, d'un tableau principal à 2 ou 3 tableaux divisionnaires qui ne se situent pas à 50 mètres, a priori, la communication passe très bien, sans doute parce que même si le tableau est métallique, il n'est pas étanche non plus à ce point-là. Mais bien évidemment, on ne va pas aller faire du comptage avec un tableau divisionnaire qui se trouve au 2e étage, qui a un PowerTag à l'intérieur, avec le récepteur au sous-sol dans le local technique. Ça ne marchera pas. Très bien. Ben, écoute, je te remercie beaucoup. Est-ce que tu pourrais, du coup, j'ai une question qui revient également concernant les besoins pour paramétrer l'ensemble de ces produits. Y a-t-il besoin d'un logiciel spécifique pour la remontée des informations ou est-ce qu'il y a une application dédiée? Alors, vous avez un premier niveau de produit qui est très intéressant, sur lequel on ne parle pas du tout de programmation. C'est toute la gamme SmartLink. Chez Schneider, la gamme SmartLink est une barrette qui permet d'aller chercher avec des bretelles filaires des informations dans différents produits qui vont chercher la position d'un disjoncteur, qui vont piloter un contacteur, qui vont chercher les impulsions par exemple filaires dans un compteur. Ce produit SmartLink, il a chez Schneider, et ça aussi c'est un leitmotiv chez Schneider, tous les produits communicants doivent avoir des pages web embarquées. Ça veut dire que le produit SmartLink, quand je l'installe, il a à l'intérieur de lui-même toute sa fonctionnalité logicielle, c'est-à-dire que je n'ai pas besoin d'installer un logiciel sur mon PC ou sur mon PC pour aller travailler avec ce produit, il contient lui-même son propre logiciel. Donc, dans la gamme SmartLink, le premier niveau, c'est le SmartLink dit EL. C'est un SmartLink dont on fait la mise en service avec son propre smartphone. Il y a juste une application à installer sur son smartphone pour pouvoir dialoguer avec SmartLink et il n'y a rien d'autre à faire que de manière assez ludique d'ailleurs de paramétrer les différentes fonctionnalités de son SmartLink. La couche du dessus, c'est le SmartLink dit SI. Donc le SmartLink SI, lui, ne se paramètre plus avec un smartphone, mais va se paramétrer avec une couche logicielle. Il y a quelques années chez Schneider, chaque produit se paramétrait avec ses propres pages web internes. Aujourd'hui, il y a des logiciels qui fédèrent la totalité des appareils Schneider et il n'y a plus qu'une seule et unique interface, aussi bien pour paramétrer un SmartLink qu'un MasterPact. Donc aujourd'hui, on a une interface de programmation qui est unique pour la totalité des produits. Gilles, merci, c'est très clair. Je vais finir par une question pour clore et puis
pour finir d'échanger. C'est tellement intéressant. Si tu avais un conseil donc à donner à l'ensemble des gens qui t'écoutent, hein, quel serait l'argumentaire commercial que nous pourrions utiliser face à nos clients pour mettre en avant cette solution intelligente? Moi, la démarche qui me semble la plus efficace pour moi, c'est de poser la question au client, avant même de lui proposer la solution, de lui poser la question suivante. Vous me demandez de vous installer un nouveau tableau électrique ou de rénover un tableau électrique. Le questionner sur son activité, même si elle paraît évidente parfois, et de lui poser la question suivante. Si par exemple le disjoncteur qui est dans le tableau ici, là, si ce disjoncteur il saute pendant que vous n'êtes pas là, quelle est la conséquence? Alors, en général, on ne va pas choisir, comme je vous le disais, le disjoncteur des prises de service, mais si on parle du disjoncteur de la chambre froide d'un restaurant, ou si on parle du disjoncteur du four électrique d'un boulanger ou de la CTA, par exemple, dans un grand magasin, puisque là, on va parler de qualité d'air environnementale, ou même, tiens, chez des supermarchés qui vendent des produits congelés, par exemple, dire, vous voyez, toute cette chaîne de congélateurs qui est là, si jamais le disjoncteur saute, quelle est la conséquence? Le client va tout de suite et de lui-même trouver l'argumentaire, vous n'avez même pas besoin de le faire. Qui est dans un restaurant, il va vous dire, bah là, la perte d'exploitation, c'est à peu près 15 000 € au bout de 2 jours, puisque tout est à l'intérieur de ce grand frigo pour moi. Donc l'argumentaire peut se faire tout seul si on pose la bonne question. En fait, il ne faut surtout pas, je pense, rajouter un coefficient prix à un tableau intelligent. Il faut rajouter ce qu'on appelle un usage. C'est-à-dire comment est-ce que je peux pallier à des difficultés que vous pourriez avoir. Après, deuxième argumentaire que j'utilise parfois, c'est sur des installations un petit peu critiques ou touchy, c'est de dire au client, si vous m'autorisez à moi aussi être connecté avec votre tableau intelligent, quand je vous l'aurai installé, à ce moment-là, je peux faire de la veille technique pour vous. C'est-à-dire que moi, je peux recevoir des alertes sur mon smartphone et je peux donc signer avec mon client un contrat d'intervention sur 4 heures, par exemple. Vous n'avez même pas besoin de m'appeler, je sais qu'il y a un problème, je viens avec la bonne pièce et je répare votre tableau. Voilà un deuxième argumentaire qui est d'élargir les possibilités que l'on a et voire même de faire du business avec les solutions de tableau intelligent. Très bien, écoute, merci beaucoup pour toutes ces explications, c'était très clair. Je vais te laisser donc reprendre la main. On va s'arrêter là pour les questions en direct. Donc, écoute, oui, si tu le souhaites, oui. Moi, ça me va. Je te laisse expliquer donc, que toutes les questions sont bien prises en compte. Je te redonne la main, Dominique. Merci. D'accord, très bien. Merci à toi. Merci. On est arrivé quasiment à la fin donc, de ce webinaire. Je vous remercie pour votre écoute. Comme je l'ai dit tout à l'heure, vous allez recevoir par mail un lien qui vous permettra de revoir en replay ce webinaire. Vous aurez aussi la possibilité de revoir la totalité des questions posées, y compris les réponses que je n'ai pas pu vous donner, mais auxquelles je vais travailler après ce webinaire pour pouvoir vous répondre. Et puis, vous allez aussi recevoir une demande de questionnaire, une petite enquête qui nous permettrait de nous améliorer. Donc, normalement, ça se limite à 8 questions, donc je pense que vous pouvez le faire. Ça nous aiderait beaucoup si vous vouliez bien répondre à ce questionnaire. Moi, je vais vous dire, pour la plupart, j'espère, la semaine prochaine, pour parler des réseaux de communication du logement. Et puis, si c'est bien la semaine prochaine, je regarde mon agenda. Oui, c'est bien la semaine prochaine. Le 14 mai, nous allons voir ensemble ce que peut apporter Resinov dans le tableau électrique, mais ce coup-ci résidentiel. Et puis, surtout également, je vous invite à nous rejoindre sur le Facebook qui s'appelle « Fier d'être électricien », sur lequel vous avez des hashtags Innovation Talk et Schneider Electric. Il y a plus de 5000 membres aujourd'hui. Je vous incite à venir nous rejoindre sur cette page Facebook. Voilà, moi j'en ai terminé, je pense. Je crois que j'ai tout dit.
je vais vous dire bonne soirée à toutes et tous, et puis à très bientôt, j'espère.